Jean-Claude Tissot, merci de nous avoir rejoints et d'avoir accepté, monsieur le ministre et monsieur le sénateur socialiste de la Loire, le principe du débat. On va revenir sur deux sujets qu'on a un peu abordés. Et d'abord, on commence par les pesticides, monsieur Tissot. Si vous voulez. Alors allez-y, c'est à vous. D'abord, merci de votre invitation. Merci, monsieur le ministre. Et je suis très heureux d'être face à face. Moi aussi. Parce qu'on a échangé longuement durant les semaines dernières au Sénat, mais c'était compliqué nos échanges. En tout cas, vous laissez. Je crois qu'on a eu des échanges de bonne qualité. Voilà, c'est ça. Permettez-moi de vous dire quand même, monsieur le ministre, et vous avez parlé dans la première partie de l'émission, vous avez parlé de responsabilité. Moi, je vais en appeler à votre responsabilité parce que vous tenez quand même un discours assez paradoxal quand on parle de produits phytosanitaires fin 2022, devant la Commission des affaires économiques dont je fais partie, au Sénat. Vous aviez tenu un discours plutôt ambitieux et j'étais plutôt satisfait du propos que vous pouviez tenir, et puis notamment sur les néonicotinoïdes, un sujet sur lequel je me suis beaucoup battu. Et avant de devenir bien moins disant en cette année 2023, notamment avec la phosphine et le S-métachlore. Métolachlore. Et comme vous le savez, je suis un ancien agriculteur, je ne vais donc pas tenir un discours caricatural, mais je pense être assez légitime pour tenir un tel propos. Moi, il y a eu deux plans éco-phyto, l'éco-phyto 1, l'éco-phyto 2, on a dépensé 700 millions d'euros. Quels sont les résultats? Vous venez d'annoncer un plan éco-phyto 3. Et donc ma question va être très simple. Qu'y a-t-il dans ce plan éco-phyto 3 qui va pouvoir inverser la tendance? Parce que quand on parle de pesticides, certes, on pense à l'agriculture, mais il faut penser aussi à tous les dégâts collatéraux des pesticides, c'est-à-dire essentiellement... Alors, pardon, parce que il ne faut pas que ce soit non plus un échange d'initiés, inverser la tendance pour que l'usage et le recours aux pesticides soient infiniment moins importants dans l'agriculture française. Voilà, c'est ça. Donc c'est votre question. Voilà, ma question et est on très claire. écoute la réponse. Aujourd'hui, on est quand même 32% au-dessus de la moyenne européenne, la consommation française de pesticides. 32% au-dessus de la moyenne européenne. Alors, c'est une mauvaise note. Alors, est-ce que d'abord, je peux 2 secondes sur phosphine et S-métolachlore, qu'on soit au clair, parce que... Alors, ce sont deux pesticides. Deux molécules. Non, l'un est un insecticide, l'autre est un herbicide. L'un sert à désherber, l'autre sert... Sur la phosphine, c'est un sujet très simple. C'est une molécule qui est interdite sur l'espace européen, qui est autorisée en revanche en dérogation pour les pays qui sont importateurs de céréales, au sud de la Méditerranée par exemple, et qui demandent, sauf à ne pas pouvoir exporter chez eux, de la phosphine. Tous les pays d'Europe activent cela. Il m'a semblé qu'en conscience, dans le moment de crise qu'on traverse, avec une crise alimentaire mondiale, avec un problème de sécurité alimentaire, je considère que dans l'urgence dans laquelle nous sommes, et comme c'est une demande des pays d'accueil de ces céréales, pourquoi ils veulent de la phosphine? Parce qu'ils ne veulent pas que des insectes venant de chez nous viennent sur leur territoire. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est leur préconisation qu'on applique. Et donc, qu'on trouve un jour des alternatives, j'ai aucune difficulté avec ça. Ça fait 10 ans qu'on parle des alternatives. Non, mais ça dépend des produits. Ça dépend des produits, ouais, mais sur les... Il y a des sujets qui sont plus simples, c'est plus compliqué, reconnaissons-le, sur les herbicides que sur d'autres produits. Mais je n'en rabats pas sur la volonté, mais je n'en rabattrai jamais sur l'idée que quand même, si jamais on ne peut pas nourrir ces pays-là, c'est d'autres qui le feront, en particulier M. Poutine, et je pense qu'on partagera ce point de vue, et que donc en conscience, on a besoin de le faire. Et sur le S-métolachlore, la seule chose que j'ai demandé, j'ai pas remis en cause, jamais l'analyse scientifique. J'ai juste dit que ça serait... Jamais vous ne me verrez, M. Tissot, je vous assure. Croyez-moi, en plus, vous savez que je suis plutôt de bonne foi. Moi aussi. Oui, mais j'ai pas dit que vous l'étiez pas. On va pas se faire un concours de bonne foi. Je crois qu'on est plutôt sincère dans nos expressions. Sur le S-métolachlore, le sujet, c'était de dire est-ce qu'on peut pas le synchroniser avec le calendrier européen? Voilà. Il va y avoir bientôt une décision européenne. Je trouvais que c'était pas indécent de dire ça parce que ce qu'on interdit chez nous, on peut pas l'interdire de produits venant d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne. Donc c'est vain ce qu'on fait. Si jamais on fait des choses, on n'arrive pas à monter les sujets au niveau européen, et y compris par exemple sur un certain nombre de réglementations européennes, je suis pour qu'on ait une réglementation européenne et qu'elle soit éventuellement plus ambitieuse, mais qu'elle soit au niveau européen. Sinon, c'est la France qui perd. Enfin, en attendant, c'est vrai pour répondre à M. Tissot sur la question d'éco-phyto, éco-phyto, c'est quelque chose qui est né du Grenelle de l'environnement, ça fait donc bientôt 15 ans. Oui, c'est ça. Là aussi, je le disais sur un autre sujet tout à l'heure, reconnaissons qu'on n'est pas au rendez-vous de la promesse collective que nous avions formulée. Mais tout le monde doit prendre sa part dans ce exercice. Je n'ai pas dit que vous ne la preniez pas, mais je suis comptable de ce qui se passe aujourd'hui et chacun doit dire que pourquoi on a été en situation d'échec pour 2 sujets. Un, on n'a pas mis d'argent sur la recherche. Et dans le plan France 2030, on met plus d'1 milliard d'euros sur la recherche parce que la seule solution, c'est de trouver des alternatives. Mais alors là, pour le coup, on partage carrément. Enfin, sauf que chaque loi de finances... Mais là, on les a. La recherche sur la recherche fondamentale, le budget de l'INRAE est quand même 4 fois moins... Le budget de recherche budget de l'INRAE est 4 fois moins important que le budget de recherche de Bayer. Vous irez demander à l'INRAE s'il pense qu'aujourd'hui, on n'a pas
fait un saut quantitatif, et donc avec derrière un saut qualitatif sur les moyens de la recherche. Mais ce retard-là, ça fait 20 ans qu'on l'accumule. Je prends l'exemple de néonicotinoïdes, puisque vous étiez sénateur et vous aviez refusé la dérogation supplémentaire. On vote cette loi-là en 2014, si j'ai bonne mémoire, d'interdiction des néonicotinoïdes en France. On n'a mis quasiment aucun moyen sur la recherche pendant 5 ou 6 ans. Et donc on s'est retrouvé. Vous n'êtes pas d'accord? Je fais grief à personne. C'est la situation dont on est. Alors, Monsieur collectivement. Tissot. Et donc on a besoin, pour faire quelque chose qui marche mieux dans Ecophyto, de mettre les moyens sur la recherche et la recherche d'alternatives, et de poser les choses en termes de planification. Et moi j'ai demandé, c'est ce qu'avait dit la Première ministre au Salon de l'Agriculture, je veux qu'on sorte toutes les molécules, quels sont les risques qui sont associés, quelles sont les alternatives qu'on a, Alors, quelles sont les impasses qu'on a, et qu'est-ce qu'on cherche pour essayer de sortir de ces est-ce que impasses. vous êtes convaincu? Parce que ce que disait Monsieur Tissot, dans le fond, c'est qu'il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas faire Voilà, c'est ça. En prendre fait, des ambitions qui soient vraiment productives et doute, voilà. efficaces. Je doute pas de votre sincérité, mais en fait, vous essayez de trouver une solution sans changer de modèle. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est au bout du modèle. On est au bout du modèle complètement chimique, un modèle qui a sorti la France de l'ornière, a sorti de la guerre de 39-45, bien évidemment. Il fallait nourrir, voilà, on connaît tous l'histoire. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce modèle-là. Et aujourd'hui, moi, ce qu'on peut vous reprocher, et peut-être que dans le plan Ecophyto, il faudra voir de quelle manière ça peut s'organiser sur les années qui arrivent. Oui. Mais en tout cas, il faut absolument encourager, et vous parliez du bio tout à l'heure, il faut encourager une agriculture alternative. Et une agriculture alternative, permettez-moi juste de vous dire que vous avez tenu ces propos-là, c'est pas obligatoirement être amiche, c'est pas obligatoirement c'est Emmanuel Macron. C'est pas, oui, pardon. C'est sur un autre sujet. Ouais, oui, mais c'est réfléchir autrement. C'est sur l'environnement. Être sur la sobriété, c'est pas obligatoirement être un décroissant. Ça veut dire on réfléchit autrement et on réfléchit à la manière dont on pourrait se passer des produits phyto. Monsieur Tissot, ça veut dire laissez-moi juste finir. Vous parliez tout à l'heure des insecticides et des herbicides, mais on peut s'en passer des herbicides. On peut. C'est une autre façon culturelle, c'est-à-dire quoi, des rotations culturelles différentes, du non-labour. Enfin, il y a plein de solutions techniques et on sait que ces solutions aujourd'hui existent et marchent. Sauf que et là, pour le coup, je vais peut-être être un petit peu direct. Allez-y, on n'a pas le temps. Il y a quand même une force, un lobby très très fort dans l'agriculture. En amont, sur l'amont, c'est-à-dire les fournisseurs, les semenciers, les bailleurs et compagnies et confrères qui fournissent tous ces produits, tous ces molécules chimiques. Voilà. Moi, je ne voudrais pas que vous cédiez aux sirènes de ces gens-là. Alors, changez de modèle. Encourager ce modèle alternatif. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'il faut qu'on essaie de faire évoluer le modèle. Je dis simplement, j'avais encore il y a quelques jours les producteurs de cerises, on a interdit des molécules. Le diméthoate, oui. Et on a eu raison d'interdire le diméthoate. Oui. Non mais, voyez, vous ne me trouvez pas sur un autre chemin. Simplement, aujourd'hui, on est en impasse technique. Voilà. Donc on a 30 à 40% des récoltes. Changer de modèle. Oui, mais il n'y a pas d'alternative, sinon changer de modèle. On n'a pas besoin de produits alternatifs. Non, mais il faut qu'on trouve. Si on a besoin de produits, par exemple sur la cerise, il y a un dispositif qui s'appelle l'insecte stérile. C'est un truc tout à fait, c'est ce qu'on appelle du biocontrôle. Mais si le sujet, c'est de revenir à un moment où on peut avoir ce qui a été avant la guerre de 40 et bien avant, c'est-à-dire des crises de maladies, des crises d'insectes qui fassent qu'on fasse disparaître les récoltes. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Donc on a besoin de changer, de faire évoluer le modèle, mais on a besoin de le faire pour continuer à pouvoir produire. Parce que qu'est-ce qui se passe en France? Par exemple sur les fruits et légumes, on était autosuffisant il y a 20 ans. Résultat des courses, on est à 50% d'autosuffisance. Qu'est-ce que je gagne si je ne peux plus produire de cerises? Donc j'ai besoin de... Ça, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Le constat, évidemment, je partage le constat. Mais c'est pas parce qu'on utilise moins de pesticides ou plus de pesticides qu'on produit moins de légumes. C'est pas du tout le problème. Hein. C'est ce que semble dire le ministre. Que ça. Non, ça serait malhonnête de dire ça. Mais je n'ai pas dit que c'était que ça. Mais je dis que ça fait partie des facteurs. Et je ne dis pas réhomologuons des pesticides qui ont été interdits. Je dis juste qu'il faut trouver des solutions alternatives. Parce que si la seule perspective que je donne à un producteur de cerises, c'est tous les ans d'être indemnisé de la perte parce qu'il y a la drosophile qui a attaqué ses cerises, il arrêtera de produire des cerises. Parce que les agriculteurs, les arboriculteurs et les autres, ils n'ont pas envie de produire pour perdre. Parce que c'est du gaspillage, ça. C'est ce qu'on appelle du gaspillage alimentaire. Le changement de modèle n'est pas une solution. Vous savez que le principal gaspillage alimentaire, il n'est pas dans nos frigos. Le principal gaspillage alimentaire, c'est les récoltes qu'on perd dans le monde, et y compris chez nous. C'est parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre ou parce qu'on n'a pas de produits, y compris des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. Les outils de biocontrôle sont des éléments importants. Vous avez parlé de la question des semenciers. On aura un débat un jour sur la question des semences. Mais il y a des nouvelles techniques qui ne sont pas des OGM, qui s'appellent les nouvelles techniques génomiques, qui permettent d'accélérer les processus de sélection. Si vous avez des variétés qui sont plus résistantes à telle ou telle maladie, on va gagner notre temps. Et quand on a ça, ça permet de moins utiliser tel produit. Et donc c'est ça dont on a besoin. Ce que je veux dire par là, c'est on est d'accord sur l'idée
qu'il faut faire évoluer le modèle. J'ai aucune difficulté avec ça. Simplement, le faire évoluer, c'est pas ce que vous avez fait. Donc, je ne veux pas caricaturer votre propos en disant on a les solutions. Vous avez parlé de la technique de dire sans labour. La technique sans labour, pour beaucoup d'entre elles, elle est basée sur l'utilisation minime et l'utilisation de Mais c'est pesticides. c'est une solution, c'est pas. Alors, Oui, mais elle a besoin d'un peu c'est un d'herbicide. débat passionnant. Si vous voulez qu'on parle de la sécheresse, il nous reste 5 minutes, c'est maintenant, monsieur Tissot. Pas de souci. Alors, On allez-y. pourrait débattre une heure. en Voilà. fait. Ah oui, Ouais, oui, voilà. On aura des arguments l'un et l'autre. Sur la sécheresse, moi, j'ai une question fondamentale à vous poser, monsieur le ministre, mais vraiment fondamentale. Aujourd'hui, si on part du principe où l'eau est un bien commun de l'humanité, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, et d'autres personnes l'ont dit bien avant nous, comment peut-on se résoudre à accepter que quelques-uns puissent subtiliser ce bien commun sans se poser la question qui, elle, est fondamentale, comment ces quelques personnes rendent à l'humanité? Alors, quelques-uns, c'est qui? Eh ben, je veux dire, prendre l'exemple de Sainte-Soline, pas pour polémiquer, mais parce que tout le monde connaît bien ce problème-là. On fait une grande bassine, on pompe dans la nappe phréatique, on remplit cette grande bassine qui va servir qu'à quelques-uns, c'est-à-dire qu'à quelques producteurs. Et on prend un bien commun. Comment ce bien commun on le rend? Et je m'adresse à vous, Alors, la parce que réponse, c'est vraiment un c'est une débat question, philosophique. c'est une question importante. Alors, je réponds d'abord. Quand vous prélevez de l'eau en agriculture, et vous le savez parce que vous êtes du métier, vous prélevez pas de l'eau pour remplir votre piscine ou nettoyer votre voiture. Complètement. D'accord, bien sûr. Prélevez de l'eau Produire du bien. pour produire un bien commun. Ben, Eh oui, parce que l'alimentation, Non, non. c'est un bien commun. Mais c'est un Ah, bien si. commun. Oui, mais sauf si ça revenait sur le. Enfin, Non, mais sauf si. qu'on passe au Si, passage. pardon. Non. Mais quand C'est vous un bien prenez de commun l'eau, marchandé, quoi. quand vous prenez de l'eau pour Non, mais- arroser des tomates, Non, mais- du maïs qui peut servir à l'alimentation animale, vous prenez de l'eau pour le bien commun qui est de s'alimenter. Alors, quelle est la question qu'il y a derrière sur laquelle je peux partager? Et je vais reprendre l'exemple de Sainte-Soline parce que c'est un bon exemple, ou un exemple de mauvaise polémique. Sainte-Soline, c'était 21 millions de mètres cubes prélevés tous les étés. Le modèle qui a été construit, avec beaucoup plus d'agriculteurs d'ailleurs qui sont engagés, c'est des centaines d'agriculteurs, même si d'autres, mais pour des raisons topographiques, y ont moins accès, c'est à la fin 13 millions qui seront prélevés, dont 6 seulement en été. Donc on va passer de 21 millions de mètres cubes prélevés l'été à 6 millions de mètres cubes. Ça veut dire Donc que il y a le un projet effort était de pas si bien, fait. quoi. Ça veut dire que le projet n'était pas si bien. Mais si, le projet est bien, puisqu'on va réduire la consommation. Au départ. Et deuxième élément, oui, mais maintenant, il est signé, il y a un protocole, tout le monde était d'accord, et donc il faut avancer. Et les agriculteurs, ils sont engagés sur quoi? Sur une modification de l'assolement, sur une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et ça pourra être contrôlé. Et sur la plantation de haies. Et donc, si le seul perspective que vous donnez au monde agricole, c'est débrouillez-vous sans eau. Ah non, j'ai jamais dit ça. Non, mais, je sais pas, Attention. c'est tragique. Et donc, il y a des endroits où c'est des réserves de Certains substitution. disent, certains écolos vont jusque-là. Non, mais on peut. Non, il y a des réalités qui s'imposent. Aucune plante ne pousse sans eau. Nous sommes Soleil d'accord. et Ah l'eau. ben, Marie La Tondelier a photosynthèse- dit que les tomates pouvaient pousser sans eau. Et non, Ouais, c'est mais inexact. pas dans la vraie vie. C'est pas. Voilà, enfin, on est voilà. bien d'accord. Voilà. Il faut de la Le mieux, terre c'est et de d'être l'eau. dans la vraie vie. Voilà. Voilà. Donc après, pour revenir à la problématique du stockage de l'eau. Alors il y a les solutions des retenues collinaires, etc. Mais il faut quand même juste savoir que quand on retient 100, on a 60 qui se disparaît. On a 60 dès qu'on extrait de l'eau du sol et qu'on le met dans une bassine, on a 30% Il y a de d'évaporation. l'évaporation. Et à nouveau, Donc votre question, parce qu'on arrive à la fin, monsieur Tissot. et à nouveau, quand on Mais asperge, quand Il y a beaucoup- on irrigue, il y a on beaucoup de repère à nouveau de l'eau. Donc ma question est très claire. Comment faites-vous pour encourager, comment vous aider finalement, c'est ça, financièrement, vous encouragez des systèmes alternatifs, c'est-à-dire du goutte à goutte, et seulement aux productions qui apportent une plus-value. Parce que si c'est pour arroser Voilà. de l'herbe, qu'on va donner à des vaches, que ces vaches vont faire du lait et qu'on vend le lait à 350 € la tonne, ça ne sert Alors, à rien. votre réponse en 2 minutes, si c'est possible, Je pas vais essayer de plus. faire en 2 minutes comme on fait au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ouais, voilà, c'est parfait. Simplement, je partage l'idée que on doit le gérer en commun, cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est pas l'affaire des uns, c'est pas l'affaire de ceux qui, pour le tourisme, s'en occupent, de ceux qui en ont besoin pour l'industrie. Donc on a besoin de réfléchir en commun. Je suis d'ailleurs assez favorable là où c'est possible. C'est pas le cas à Sainte-Soline, mais d'avoir des ouvrages qui soient à multi-usage, qui puissent servir à l'alimentation en eau potable. Le meilleur exemple, c'est Serponçon. Bien sûr. Mais Serponçon, aujourd'hui, les détracteurs que vous avez là sur la table, ils refuseraient Serponçon. La vérité, c'est ça. Oui. Mais oui, il vous dirait que on vient parce qu'on est sur un cours d'eau, hein, Serponçon. Or, Serponçon, c'est un modèle qui marche, y compris en partage. Et donc, on a besoin simplement de dire aux agriculteurs, voilà les ouvrages qu'on vous autorise, mais simplement, ça se fait dans le cadre d'une transition du modèle. Y compris pour dire, c'est plutôt cette culture qui est priorisée, y compris sur les efforts de réduction des produits phytosanitaires, y compris ce qu'on a fait sur Sainte-Soline. Et donc, il faut plutôt encourager la transition. L'accès à l'eau, il doit être, organisé pour faire en sorte qu'il permette la transition et pas qu'il accélère des processus de pression sur l'eau qui soit trop fort. Vous voyez bien qu'il y a des modèles, on voit bien qu'il y a des modèles dans certains pays du monde, y compris en Europe, où on a trop prélevé d'eau et le système s'effondre.
c'est pas le modèle qu'on a en France. Et donc, c'est celui-là qu'on doit privilégier. Et de ce point de vue-là, on a une gestion collective et commune, c'est-à-dire le penser que c'est pour tout le monde qu'on le fait, y compris en termes Vous d'alimentation. êtes convaincu ou pas? Oui ou non? On n'a plus le temps. Non, Presque. on suivra. En tout cas, c'était passionnant. Presque, on a encore un Merci chemin à beaucoup. faire. On a encore du Mais boulot. presque, ça avance. Merci.